disons, du genre de ce que nous voyons en Europe. Et je pense aussi que les autres, les voies d'accès à l'intérieur du port et autres, tout ça là, ça se fait normalement. Dans tous les cas, le programme MCA, nous le suivons de très près. Certes, je suis le président du conseil d'administration, mais je suis aussi le ministre, disons, de tutelle du port de Cotonou. Donc, à ces deux titres, je suis de très près ces opérations et je pense que ça se passera dans le délai. Nous n'avons aucun problème à ce niveau. Aujourd'hui, le volume de l'importation des véhicules d'occasion, ça a diminué ou ça a baissé? Parce qu'en temps, il y avait une baisse drastique. Où en sommes-nous aujourd'hui? Non, il y a des hauts et des bas, et il y a des périodes aussi par rapport à cela. Donc, on ne peut pas vous dire sur une longue période, ça a baissé systématiquement. On vous dira tout simplement, ça a baissé, et ça reprend, ça baisse, ça reprend. Voilà un tout petit peu, c'est un peu en dents de scie. Et les sous de l'escorte, c'est vraiment totalement budgétisé maintenant? Totalement budgétisé. Non, c'est la douane, c'est la douane. Ça fait combien de milliards? C'est la douane. C'est la douane. Je ne peux pas vous donner avec précision, je vous dis c'est la douane qui s'occupe de ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est 50 000 francs plus 25 000 francs, ça fait 75 000 francs par véhicule budgétisé. Et là, tout est versé au niveau du Trésor. On en prendra plus de détails quand on aura le DG douane à notre niveau ici. La question des ports secs, où en êtes-vous aujourd'hui? La question des ports secs. D'abord, le port sec de Parakou a été déjà attribué. Ça a été attribué dans un cadre global. Vous savez, il y a le projet épine dorsale, que nous avons dénommé épine dorsale, qui consiste déjà à la mise au point, naturellement, du second port, des ports secs, de Sémé, en eau profonde. Et là, une convention a été passée avec une entreprise qui devra pouvoir s'occuper de tout cela. En ce qui concerne le port sec de Parakou, la délimitation a été faite, la remise de documents a été faite par rapport au terrain, et je crois que la clôture doit pouvoir démarrer dans tous les cas. Il y a des entreprises qui ont été déjà consultées et qui ont même déjà reçu des marchés déjà signés pour pouvoir commencer les travaux. Et c'est ce qui va se réaliser à ce niveau. Il y a aussi les chemins de fer. Vous savez, quand on parle de port sec, il faut absolument qu'il y ait des chemins de fer qui transportent les choses des ports en eau profonde vers ces ports secs pour que cela revienne moins cher naturellement. Et c'est encore cette même entreprise qui, au fait, prend en main la concession de l'OCBN. C'est ce que nous sommes en train de réaliser à ce niveau. Des études sont très poussées aussi au niveau des autres ports secs. Mais il y a certes des, je dirais, préfets ou maires qui n'ont pas encore réagi. Au niveau de Porga, par exemple, nous avons déjà reçu les documents par rapport à l'attribution de la zone de Porga. Par contre, au niveau de, comment appelle-t-on, et Segbana, nous n'avons pas encore reçu, nous avons relancé le maire. Demande, apparemment, il paraît. Non, Boycon demande. Il y a même des opérateurs qui sont intéressés par Boycon. Ce sont eux qui ont suscité la chose. Les études que nous avions faites au départ étaient telles que, après Tori, c'était directement Parakou. Et après Parakou, nous avons Segbana, nous avons Porga. Pour des raisons économiques très simples. Vous savez, a priori, nous disons, Segbana, ça c'est pour desservir le nord du Nigeria. Porga, c'est pour desservir le Burkina Faso. Et là, au niveau de Porga, nous avons dit qu'il y aura aussi un terminal, disons, pétrolier à ce niveau, parce que la grande partie du pétrole, des hydrocarbures du Burkina Faso passe par le port de Cotonou. Donc voilà un peu ce que nous voulons faire. Parakou étant là, nous nous sommes dit, Parakou permet déjà de ravitailler l'ensemble du septentrion et le Niger, puisqu'il y aura un autre port à Dosso pour servir de relais. Mais il y a un opérateur économique qui a dit qu'il est intéressé par Boycon. Donc, à ce niveau, nous disons, faites les études pour que nous voyons, parce qu'il faut tenir compte de la rentabilité globale. Il ne faudrait pas qu'une infrastructure empêche, disons, l'ensemble du système de fonctionner normalement. Oui, il y avait un temps de l'eau d'Algaz, c'est vous qui aviez présidé maintenant la suspension des activités de Oris. Est-ce qu'aujourd'hui, on en a fini tout à fait? Est-ce que Oris s'est mis à jour? Est-ce que les Béninois peuvent être rassurés, sûrs et certains qu'ils manqueront plus de gaz? Peut-être je vais compléter, il y a une question d'un téléspectateur, on aborde déjà cet aspect-là. Pour compléter la question, pourquoi n'êtes-vous pas allé jusqu'au bout dans l'affaire Oris pour qu'on soit obligé de vous ordonner depuis Genève la conduite à tenir? Je suis désolé. Je suis désolé. Personne ne m'a appelé de Genève. Et puis je voudrais vous rassurer, le téléspectateur. Genève n'a pas à faire des injections ici. Non, je suis désolé. Et je voudrais déjà dire au départ, je n'ai pas dirigé, disons, une structure ou un groupe qui s'est chargé de la fermeture de Oryx. Ce n'est pas du tout ça. Parce qu'on n'est pas parti avec l'idée de fermer Oryx. Du tout pas les activités d'Oryx. Non.
Oris fait beaucoup de bonnes choses au niveau du Bénin, ravitaille, disons, la population en gaz et en hydrocarbures. Ce dont il s'agissait, c'était un problème de sécurité. Parce qu'il y a des travaux à côté, on a demandé un certain nombre de caractéristiques de leur terminal gazier. Ils n'ont pas pu fournir ces caractéristiques. Alors, il a été demandé qu'un expert, disons, vérifie les choses. Donc, c'est dans le cadre des travaux de l'expert qu'on a constaté, à partir du rapport de l'expert, qu'il y avait des failles. Qu'il fallait corriger, il fallait mettre les infrastructures aux normes. C'est clair. Et c'est par rapport à ça que nous avons dit, attention, l'expertise montre qu'il y a un danger. Et la vie humaine est beaucoup plus importante pour nous que tout le reste. Et j'ai dit dans le temps qu'il faut être en vie pour pouvoir consommer le gaz. Alors, j'ai ordonné qu'on arrête les activités et qu'on fasse les travaux nécessaires. Entre-temps, ils ont fait une partie des travaux et ils ont commis un autre expert qui a dit ça c'est déjà suffisant pour que les gens démarrent, mais le reste ça doit être fait. Ils l'ont étalé sur une période. Ils ont dit jusqu'à la fin de l'année, ils feront ces travaux. Et là, nous leur avons envoyé un courrier en disant, nous leur donnons l'autorisation de reprendre les activités sous réserve d'un certain nombre de points. Nous avons cité tous ces points-là. Et nous avons mis sur pied un comité de suivi. Et alors là, s'ils ne respectent pas les engagements, je vous en prie, nous allons encore demander décembre pour finir. C'est pour finir. Mais il y a beaucoup d'autres activités qu'ils doivent faire au fur et à mesure. Nous avons demandé aussi qu'ils nous fournissent un certain nombre de renseignements au fur et à mesure. À ce niveau déjà, je leur ai écrit par 2 fois. Parce qu'il y a des renseignements qu'on a demandé qu'on n'a pas encore obtenus. Nous avons bien dit qu'on leur donne l'autorisation sous réserve. C'est clair pour tout le monde. S'ils ne respectent pas cela, nous serons bien obligés de prendre les dispositions qui s'imposent. Nous prendrons les dispositions qui s'imposent. Il y a possibilité peut-être pour qu'en décembre, il n'y ait à nouveau pas le gaz alors que c'est la période des fêtes et ça prépare beaucoup. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, nous prenons aussi les dispositions. Et si vous devez le faire, parce que la dernière fois, il n'y a pas eu beaucoup de prévisions. La SONACOM n'a pas été préparée pour gérer la situation. J'espère que si éventuellement vous devrez suspendre à nouveau au risque, les dispositions seront prises pour que la SONACOM plutôt puisse. Ne vous en faites pas. Ça peut vous arriver une fois. Quand ça vous arrive une seconde fois, on vous traite de con. Ça n'arriverait pas une seconde fois pour être sûr. Mais la première fois aussi, ce n'était pas que c'était arrivé. C'est parce que c'était beaucoup plus fort. Les vies humaines pour nous sont très importantes. Il fallait faire. Mais j'ai dit, je voudrais préciser. C'est vrai, d'une manière générale, j'ai dit le monopole, que ce soit le monopole public, ça pose quelques problèmes, certes, mais le monopole privé pose encore beaucoup plus de problèmes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit, à ce niveau, nous prenons déjà toutes les dispositions pour que de pareils cas n'arrivent plus jamais. Monsieur le ministre, il nous reste à peine 5 minutes pour faire une émission. Quelques questions des téléspectateurs. Qu'avez-vous fait du dossier des agents licenciés du CNCB que le chef de l'État vous avait confié lorsque vous étiez son conseil technique? Je suis désolé, parce que vous savez, les gens, ils disent beaucoup de choses. Moi, on me confie un dossier, ça n'attend pas. Si on me confie un dossier, je réagis automatiquement. Si on m'a confié un dossier, en tant que conseiller technique du chef de l'État, allez vérifier, pendant tout le temps que j'étais au palais, vous pourriez demander au directeur adjoint de cabinet, le directeur de cabinet, bon, il n'est plus là, le directeur adjoint de cabinet, il est devenu maintenant le secrétaire général de la présidence, ça ne fait pas une semaine chez moi. Je réagis automatiquement. Donc si on me demande mon avis, si on me demande mon avis sur quelque chose, je donne mon avis, je ne prends aucune décision, je suis désolé. Il faut déjà qu'ils comprennent. Deuxième chose, si les gens posent cette question-là, aujourd'hui, je suis ministre de tutelle du CNCB. Pourquoi ne me pose-t-on pas ce problème-là? Pour que nous puissions analyser et que nous voyons les choses. Où est-ce qu'on en est? Puisque vous êtes ministre maintenant. Où est-ce qu'on en est? Non, il y avait certainement un volet. Il faut qu'il me précise ça. Parce que ce n'est pas toujours clair. Comment les gens ont été embauchés? Sur quelle base les gens ont été embauchés? Qu'est-ce qu'il y avait comme contrat de travail? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'on les licencie? Tout ça, c'est des choses que les gens devraient pouvoir sortir. Mais dans tous les cas, ce que je pourrais leur dire, ils savent très bien que je suis contre l'injustice. C'est clair. Ceux qui ont posé la question, ou même s'ils n'ont pas posé la question, ils doivent être en train de m'écouter. Je leur donne rendez-vous demain. S'il y a un problème du genre, qu'ils se rapprochent de moi. Ils savent très bien, je les reçois. Qu'ils se rapprochent de moi, qu'ils m'apportent les documents. Je mettrai sur pied une commission. Je regarderai personnellement et j'appliquerai ce qu'il faut. Monsieur le ministre, 2 minutes pour parler des élections. Il nous reste 3 minutes.
j'imagine que c'est un téléspectateur qui pose la question, que vous êtes candidat pour la députation. Serez-vous candidat aussi pour les présidentielles dans le but d'affaiblir l'un à Porto Novo et environ? Je voudrais rassurer déjà ce téléspectateur que je ne suis pas candidat à la députation. Je voudrais le lui dire. Ouais. Il y a la présidentielle, non? Je ne suis, non, ça non. Je soutiens le chef de l'État. Ça c'est clair, ça c'est connu. Ça c'est connu. Ça, on n'a même pas besoin de se fatiguer pour ça. Je l'ai fait en 2006. On m'a vu, je ne suis pas caché pour le faire. Alors, une vision a été tracée. Nous avons dit qu'il y a un homme qui incarne cette vision-là. Nous allons soutenir cet homme-là. C'est très important. Il faut que j'explique un tout petit peu. Le développement d'un pays ne se fait pas en 1 an, en 2 ans, en 5 ans. C'est sûr du moyen et long terme. C'est sûr du moyen et long terme. Nous avons défini une vision. Nous avons choisi quelqu'un qui incarne cette vision-là. Nous avons décidé de soutenir la personne. Aucun homme n'est parfait, c'est clair. Aucun homme, il peut avoir des failles. Mais nous disons, il faut soutenir si nous aimons ce pays-là. Nous allons le faire jusqu'au bout. Il fait le minimum pour être réélu. Non, non, pas le minimum. Pas le minimum. Vous ne l'avez pas vu travailler. Moi, je suis à ses côtés. Et j'ai eu la chance, de toute la manière, je suis né avant l'indépendance. J'ai eu la chance de connaître tous les régimes qui se sont succédés ici. Je crois qu'ils se déploient énormément. Je ne veux pas faire de comparaison. Vous savez, je ne veux pas faire de comparaison. Si vous étiez venu un peu au niveau de mon ministère, vous verrez, à chaque fin d'année, j'invite tous les anciens ministres, y compris ceux avec qui j'avais des problèmes quand j'étais au niveau du port. Ils étaient mes ministres. Je les invite tous parce que je dis, quel que soit l'homme qui passe par là, il ajoute toujours quelque chose. Et c'est ça qui est très important. Il faut le lui reconnaître. Je voudrais tout simplement que les Béninois, d'une manière générale, apprennent à comprendre que chacun vient, il fait ce qu'il peut. Il faut l'aider à faire ça parce que c'est le pays qui importe. Ce n'est pas la personne. Nous disons, il incarne une vision, il est en train de travailler, nous partageons cette vision, nous continuons à travailler. S'il y a des erreurs, c'est normal, il va les rectifier, c'est un homme et nous allons aider pour que cela puisse aller. Monsieur le ministre, dernière question et vous conclurez après cela. Est-ce que vous craignez pour les élections de 2011? Parce qu'à ce jour, politiquement, la question n'est pas réglée. La question de la LEPI, c'est vrai, ça avance, mais il n'y a toujours pas consensus à ce propos. Ensuite, la question des lois électorales, il n'y a toujours pas règlement à ce niveau. Est-ce que ça craint 2011? Je vous dis, j'ai aucune crainte. Je suis serein. Je suis serein. Si vous me connaissez bien, vous saurez. Ça se lit en moi que je suis serein. Ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ces genres de problèmes dans notre pays. Ce sursaut-là va arriver d'une manière ou d'une autre. Vous vous rappelez peut-être, je ne sais pas, c'était en 2005, plus précisément le 16 juillet 2005. J'avais organisé une grande séance au niveau du Centre international de conférence où j'appelais tout le monde à la paix. Et ça avait été co-présidé par le cardinal Ganti, l'imam de Nati Tengu, le président Émile Derlin Zissou, et j'avais fait cet appel-là. Tout le monde avait peur dans le temps. J'ai dit, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de problème. Ce sursaut va arriver et nous ferons ça. Moi, je compte beaucoup sur cette clairvoyance du peuple béninois d'une manière générale. Ça se passera bien. Je voudrais rassurer les uns et les autres que c'est nous-mêmes qui nous faisons peur. Essayons de nous mettre au-dessus de tout ça là, tout à fait. Ça se passera très bien. Nous avons épuisé le temps qui est imparti à cette émission, monsieur le ministre. Nous avons parlé des réformes, de la SOVEMAP, de la grogne des importateurs nigériens.